Alors là, il faut se reporter sur les événements, sur l'éducation que nous avons reçue, et sur l'Orient, enfin sur l'insistance qu'on avait à l'époque pour développer le patriotisme, pour nous étions des défenseurs de la France, nous devions défendre la France. C'était dans notre éducation. Moi, j'étais scout. Un scout, il fait une promesse. Je me rappelle encore les termes de ma promesse. Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église et la patrie. Donc je m'engage à servir la patrie. C'était un engagement. Et je profite d'ailleurs pour le dire, on a retrouvé beaucoup de scouts dans les engagés du début dans la France. Beaucoup d'incidemment, on dit, ah ben j'étais boy scout, j'étais scout, j'étais... Donc alors, voilà la motivation, défendre le pays, se battre pour le pays, ne pas accepter. Et alors les circonstances en elles-mêmes, quand la guerre a été déclarée, nous étions persuadés que nous allions la gagner. Quand elle a tourné au vinaigre en juin 40, nous étions, la plupart étaient internes dans un collège ou un lycée quelconque, que ce soit public ou privé. Et tous ces établissements, quand ils se sont sentis menacés par une probable invasion de l'armée allemande, ont décidé, je ne sais pas s'ils ont reçu des ordres ou non, de fermer l'établissement et d'envoyer les élèves chez eux. Donc nous sommes tous arrivés. Moi, j'étais à Audierne, qui était un petit port de je ne sais pas, 3000 habitants. C'était pas une grande agglomération. Bon, il y avait très peu de gens qui faisaient des études secondaires, très peu. Donc on était un groupe d'une vingtaine. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, il y a eu les appels. Alors, d'abord, Pétain prenant la direction, remplaçant le président Reynaud, prend la parole dès le 17 juin. Il était chef du gouvernement depuis la veille, depuis le 16, pour dire « nous ne sommes pas en mesure de continuer ». J'ai demandé aux Allemands à quelles conditions ils acceptaient de signer un armistice. Voilà. Il n'a pas dit « je capitule », mais c'était une capitulation. Les Allemands fixaient les conditions à laquelle ils acceptaient d'arrêter les frappes. Bon, quand on a vu ça, on a dit la France est foutue, nous on continue. Nous on continue. On continue. Ah bon, il y a les Anglais qui continuent, on va aller rejoindre les Anglais. Voilà ce que mon frère a dit. Et moi j'ai des petits garçons derrière, j'ai suivi. Que mon frère a décidé, mon frère aîné, et moi j'ai suivi. Lui avait 19 ans, moi j'avais 17 ans et demi. Ma mère nous a regardés tous les deux, et puis bon, elle n'a rien dit. Elle a été dire à son père après, ils veulent partir, qu'est-ce que je fais? Et son père lui a dit, si c'est eux qui ont décidé de partir, laisse-les partir. Parce que si tu les empêches et que ça tourne mal après, tu te le reprocheras toute ta vie. Donc, laisse-les faire ce qu'ils ont décidé. Voilà. C'est peut-être du bon sens, je ne sais pas. Alors, bon, après, il fallait trouver le bateau. Et le 17, c'était le discours de Pétain. Le 18, le soir, quand on vient manger à la maison, ma mère me dit, j'ai écouté la radio anglaise, il y a un général français qui est là-bas, qui rassemble les Français qui veulent continuer. C'est encore plus simple. Avant, on avait dit, on ira dans l'armée anglaise, s'il y a un Français, on ira chez le Français, quoi. Tant mieux qu'il y ait un Français.
ça nous a confortés. Mais le 18, nous n'avions pas trouvé de bateau. Et le 19, par hasard, nous avons appris qu'un bateau quittait Audierne. Et on est allé voir l'équipage qu'on connaissait. Nous, on traînait sur le port depuis qu'on était tout petits. Quelquefois, on était tombés à l'eau. Enfin, bon, on était des enfants du port. On vivait dans les bateaux. Et alors là, c'était le bateau qui faisait la liaison entre Audierne et l'île de Sein. On a été voir l'équipage, on peut aller avec vous. Il dit, si les militaires sont d'accord, moi je suis d'accord, a dit le patron. Et c'est comme ça, on a été voir vite les copains, ça y est, on a trouvé un bateau, on s'est dit, qui c'est qui vient, qui c'est qui vient. Et on s'est retrouvés comme ça une dizaine. Une dizaine d'Audierne, 11 peut-être. Et puis on s'est donné rendez-vous au bateau pour embarquer, tous ensemble. Et là, il y avait d'autres qui arrivaient par hasard, là, qui cherchaient un embarquement, qui étaient là aussi, à peu près autant que nous, des environs, et qui ont embarqué en même temps que nous. Et on s'est retrouvés à 21 jeunes. 22, parce que quand on est passé par l'île de Sein, il y a quelqu'un qui habitait l'île de Sein qui s'est joint à nous. Bon, alors par la suite, bon, nous sommes entrés en relation avec l'envoyé du général de Gaulle, qui a rassemblé tous ceux qui étaient volontaires pour se mettre au service de Gaulle, qui les a rassemblés dans un lieu que nous on appelle, avec notre accent français, Olympia. Les Anglais doivent le prononcer d'une autre manière. Donc l'Olympia. Et là, de Gaulle est arrivé nous voir 2 jours après. Il est arrivé en grand uniforme, avec son képi, ses étoiles. Et on a vu qui c'était le général de Gaulle. Et il a dit, présentez-vous, donnez-moi votre nom, dites-moi d'où vous venez. Et il y avait à peu près, je sais pas, 300, 400, 500 autour de lui, quoi. Et puis il a dit, bon, mettez-vous autour de moi, je vais vous expliquer. Et il nous a expliqué sa position, pourquoi il avait décidé de s'opposer à la décision de Pétain de signer un armistice. C'est dans l'intérêt de la France, uniquement dans l'intérêt de la France. Il était persuadé que les Alliés allaient gagner la guerre. Il nous a expliqué pourquoi et comment les Alliés gagneraient la guerre. Il a dit, puisque finalement ils gagneront vraisemblablement, il faut qu'au moment de la victoire, la France soit du côté allié. Je suis là pour entraîner la France du côté allié et qu'elle puisse bénéficier des avantages réservés aux vainqueurs, au lieu d'être sanctionnée comme collaboratrice si on suit Pétain. Donc, ce n'était pas un intérêt personnel, c'était conserver la France enfin, républicaine, libre. Il s'est appelé France libre, justement, par opposition à Pétain qui n'était pas libre. Donc on a été, quand on a fini notre formation, très poussée, quand on a fini notre formation, on a été expédié vers les colonies ralliées. Et bon, quand je suis arrivé, il y a eu éclatement. Bon, moi j'ai été désigné pour le Cameroun, donc je me suis retrouvé au Cameroun, et au Cameroun on m'a affecté à une unité qui s'appelait le bataillon de marche numéro 5. Et j'ai fait la guerre au bataillon de marche numéro 5. Voilà. Avec certains camarades qui ont commencé et qui n'ont pas terminé, qui ont terminé dans les trous, beaucoup. On se demandait toujours quand ce sera notre tour, quand ce sera notre tour. On a vu plusieurs fois la mort, et puis elle ne nous a pas frappés. Bon, on est des ressuscités, on a eu beaucoup de chance.
beaucoup de chance. Dans la logique, il y a longtemps qu'on aurait dû être tué. Voilà. Effectivement, la bataille de l'Alamein, on a fait le désert, sans combattre, hélas, parce que les Anglais nous ont empêchés, par vengeance, de Bir Hakeim. Vexés par Bir Hakeim, ils se sont vengés sur nous. C'est presque indigne, hein. C'est presque indigne ce qu'ils ont fait. Je ne le souligne pas beaucoup dans le bouquin, mais je n'ai pas envie d'avoir tous les historiens sur le dos. Mais on a été très maltraités, nous. Et finalement, on a décidé, qui a décidé, je ne sais pas, de rejoindre ceux qui se battaient en Tunisie, et nous les avons rejoints en passant la frontière inconnue, phare éteint en pleine nuit, en convoi. Si vous n'avez jamais navigué en convoi sans lumière, en pleine nuit, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et on a passé, boum, comme ça, on est arrivé, on est là. Et après, on nous a utilisés. Nos tirailleurs, bon, ils ont été utilisés, ils ont lancé une attaque au coupe-coupe qui est restée mémorable. Et la baïonnette, ils ne connaissaient pas, mais le coupe-coupe, ils connaissaient. Alors ils se sont lancés à l'attaque, le coupe-coupe levé, et tout ce qu'ils voyaient, ils coupaient. Si un Allemand levait les bras, paf, on lui coupait les mains, on lui coupait la tête. Et du coup, les Allemands sont partis en courant. Et eux, les tirailleurs ont couru derrière, mais comme les Allemands avaient tué par méthode tout l'encadrement blanc, les tirailleurs étaient seuls, alors impossible de les arrêter. Ils ont fichu toute la manœuvre en l'air, parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Il a fallu les ramener après. C'est comme ça que s'est passée la bataille de Tacona. Et quelques jours après, les Allemands se sont rendus. Et les Allemands ont voulu se rendre dans l'honneur et la dignité. Ils se sont rendus, colonne par trois, armes sur l'épaule. Ils sont arrivés pour se rendre. Ils n'étaient pas des prisonniers, ils étaient des gens qui volontairement s'arrêtaient parce qu'ils étaient forcés. Et ils sont arrivés, oui, les armes sur l'épaule, ils sont arrivés devant nous, ils ont jeté leurs fusils devant nous, et ils ont continué sans fusil, toujours colonne par trois. Et nos tirailleurs, ils dansaient, ils avaient gagné la guerre. Et nous, on a continué, on a eu des problèmes avec l'armée française d'Afrique, qui se trouvait en Algérie et Tunisie, et qui était très opposé au général de Gaulle, et soutenu par les Américains. Et puis finalement, de Gaulle a réussi à embobiner Giraud, et puis il a pris le dessus. Ça serait très long à expliquer comment. Voilà. Et il n'y a eu qu'une seule armée. Voilà, nous on dit, bon, nous on va continuer la guerre, on est en Tunisie. Bon, le corps expéditionnaire français qui est en Italie demande des renforts, envoyez-nous. Et c'est comme ça qu'on est allé. Mais les Américains ont dit, on vous donne l'armement d'une division, et De Gaulle a dit, avec cet armement, je vais armer deux. Donc on était sous-armés. On n'avait que un demi-armement américain. Et on est parti comme ça en Italie. Et en Italie, eh bien, on a participé au combat, je le racontais en détail dans le livre. Et nous étions arrivés pour mater les Italiens, et nous sommes partis en disant au revoir mes chers amis, au revoir mes chers amis.
On était devenus les grands amis des Italiens. L'accueil des populations, au moment où nous avancions, la plupart du temps, on ne les voyait pas. On ne les voyait pas. Et je m'étais à l'abri, ils n'avaient pas tort. Bon, mais enfin, on était plutôt bien reçus. Bon, il y a eu un gag au moment du débarquement dont je parle dans le bouquin, mais c'était un petit gag, quoi. Quand le premier Français qu'on a vu nous a dit « Merde, on a dit c'est les Américains, voilà, les Américains. » On a dit « Mais non, tu n'as pas regardé, on est Français. » Il a dit « Merde, c'est des Français. » Première parole historique qui nous a reçus en France. « Merde, c'est des Français. » Voilà. Mais je l'ai écrit au maire. Et il m'a dit « Ne tenez pas compte, c'est bon, c'est rien, c'est de l'histoire ancienne, c'était un gosse. » Après la guerre, De Gaulle nous a dit « Eh bien, ne me demandez rien, vous n'avez fait que votre devoir, quittons-nous, bons amis. » Et puis on s'est retrouvés tous sur le carreau. Voilà. Ça a été un reclassement dramatique pour beaucoup. Parce que tout le monde avait perdu sa place, avait arrêté ses études s'il faisait des études, avait perdu sa place dans un atelier où il était débutant en 40, et bien il s'est retrouvé débutant 5 ans ou 6 ans après. Mon collègue qui était à l'Arsenal de Brest, qui était dessinateur industriel, m'a dit « Je me suis retrouvé sous les ordres des gars que je commandais en 40. » Alors ça n'a pas... Le reclassement a été mal fait. Mal fait. Bon, on a accepté. Mais enfin, moi, j'en ai subi toutes les conséquences toute ma vie. Bon, toute ma vie, je n'ai pas eu la situation que j'aurais eue si je n'étais pas parti. Et que ceux qui ne sont pas partis ont eu. Tous les copains qui sont restés me regardaient un petit peu avec gêne au début en me disant tout en disant lui il est catégorie pauvre type, et puis mais il y avait un mais. Voilà l'histoire. Et après, la conclusion, eh bien, c'est qu'on est heureux de l'avoir fait. On est heureux d'avoir connu ces gens formidables, des gens fantastiques. Une armée où tout le monde est volontaire, une armée où tout le monde, aucun n'est appelé, personne n'est là par force. Tout le monde vient parce que beaucoup se sont évadés de quelque part pour pouvoir avoir le droit de venir se faire tuer. C'était extraordinaire, une armée comme ça. Vous pouvez tout lui demander. Et puis il y avait tout, de toutes les races. Alors là, il n'était pas question de se faire une différence entre les Français, les Bretons, les Alsaciens, les Mocos, les Juifs, tout ça c'était pareil. Tout ça c'était un groupe d'amis. Voilà.